Notre Master 2 de psychologie sociale et du travail présenté par Alexis Saint-Martin, et je salue le directeur scientifique qui était là, M. Gilibert Daniel, aussi par la même occasion, qui nous fait l'honneur de venir à la dernière minute, c'est sympa. Et j'ai eu la chance et le privilège de diriger ce diplôme pendant quelques années, il y a déjà longtemps. Bon. Et je remercie aussi l'association Apprendre et s'orienter, et vous verrez que nous allons vous expliquer un tout petit peu, même au cours de l'exposé, quels sont les objectifs de cette association, et nous sommes là pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Bien. Alors, j'espère que ce partenariat, parce que c'est un partenariat, va ouvrir de nouveaux horizons. Et aujourd'hui, les horizons sont plutôt sombres. On espère que les horizons pourront être égayés. Mais enfin, on va travailler avec des gens qui ont beaucoup travaillé à la résolution de problèmes complexes, entre autres de Mailly, et des gens qui se coltinent à une question fondamentale, le devenir de la planète et la transition énergétique, voire la planification, les problèmes que cela pose. Voilà. Donc, le partenariat est riche, mais en même temps c'est difficile à gérer. Bien sûr, il y a des gens de spécialités professionnelles très différentes. Aussi, lors du débat, n'hésitez pas à présenter ce que vous faites en 2 mots pour qu'on puisse vous situer les uns les autres. Il y a des différences, bien sûr, de génération, et il y a des différences aussi dues à ce mélange de public qui devrait faire surgir de l'espoir, ou en tout cas des idées. Hein. Alors, je dois rappeler un tout petit peu le contexte et les objectifs de cette rencontre, bien entendu, parce qu'elle se fait autour d'un absent. Bon, j'ai travaillé longtemps, certains l'ont rencontré même il n'y a pas très longtemps, mais je n'ai pas réussi à le convaincre de venir. Bon, actuellement, il souffre d'une aphasie importante, et il va être opéré aussi pour d'autres problèmes, donc ce qui fait qu'il préfère ne pas venir. Nous respectons entièrement son point de vue, bien entendu, même si on aurait aimé être avec lui, surtout ceux qui l'ont connu, ceux, comme l'a dit Alexis, l'ont apprécié, ont travaillé, voire ont publié avec lui. Hein. Bon, il s'avère qu'en 2022, il y avait des journées internationales sur l'histoire de la psychologie sociale, et on m'a dit, mais puisque tu connais, tu as été collègue, tu as été élève d'André, est-ce que tu peux présenter ses travaux? Bon, il savait qu'il était bien malade. Et donc, avec sa femme, on a travaillé tous les documents qu'on avait, beaucoup, et puis des documents vidéo. Et je suis tombé sur des cassettes qui ont été filmées par un psychiatre qui s'appelle Mirmont. Je ne le dis pas là, mais on va le voir peut-être tout à l'heure, je vais le dire. Il y est, bon, d'accord. Et donc, lui, il a filmé André de Mailly dans un séminaire destiné à des travailleurs sociaux du secteur sanitaire et social. C'est donc volontairement une certaine forme de vulgarisation, une certaine forme de simplification, parce que ceux qui ont travaillé ces écrits savent que des fois, on y prend un peu un mal de tête. Mais ceci étant dit, depuis le temps que j'y suis dessus, je commence à m'habituer, et j'ai trouvé ces extraits-là de formation extraordinaires, simplement. Bon, le film que j'ai monté avec des professionnels dure 1h30. On va le voir tout de suite, d'ailleurs, c'est autant de vous présenter. Et l'idée, c'est de rendre compte du cheminement intellectuel. Alors les spécialistes de l'orientation pourront dire aussi le parcours d'un sujet, à travers ses mentors. Et ceux qui le connaissent savent qu'il a écrit des livres sur Robert Pagès, sur Herbert Simon, sur Milsberg et sur Jared Diamond. Bon. Donc l'idée, c'était de voir comment il a découvert tardivement Jared Diamond, et c'est quelque chose d'inédit pour les anciens étudiants, parce qu'il n'a jamais fait de cours sur ce sujet-là, sauf en formation depuis qu'il était à la retraite. Hein. Et les autres, bien sûr, les auteurs, ils connaissent. Mais ça ne veut pas dire que le public n'a peut-être pas besoin, éventuellement, qu'on resitue un peu ces différents auteurs qui ont marqué un homme. Alors, quand on dit mentor en orientation, c'est quelqu'un qui peut vous transmettre des valeurs, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne pour le choix d'un stage, tout simplement, ça peut être quelqu'un qui vous suggère un mémoire, ou qui vous guide pour aller sur le terrain. Donc, c'est très compliqué de saisir la spécificité qu'un individu unique fera, la synthèse qu'il va faire de diverses influences. Et parfois, il pense que quelqu'un ne l'a pas beaucoup influencé, alors qu'en fait,
l'aura davantage influencé. Mais ce n'est pas le mentor lui-même qui est important, c'est les situations dans lesquelles il peut vous proposer d'aller. Donc Robert Pagès était le fondateur du laboratoire de psychologie sociale à la Sorbonne. Voilà, d'autres choses qui sont marquées très rapidement. Ensuite, donc j'ai chaque fois trouvé un titre et lu énormément synthétisé et coupé dans ces films qui étaient un peu longs aussi. Ensuite, ça a été avec Herbert Simon, prix Nobel d'économie en 1978, docteur honoris causa donc, de l'université Paul Varry, lors d'un concours. C'est peut-être moi. C'est pas moi. Non, c'est pas ça. Bon, désolé. Troisième auteur, en dehors de Herbert Simon, dont je parlerai un tout petit peu. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a une littérature très abondante. On va parler de Mintzberg, donc professeur de gestion à l'université de McGill, et qui a aussi obtenu plusieurs prix. Et enfin, la quatrième partie, que là, elle est en vert, parce que c'est celle que je vais vous passer. Elle devrait faire 20 minutes, éventuellement 10 minutes avec moi à la fin, sur une autre partie en conclusion, avec un peu une note d'espoir que je voulais donner à ce congrès en la psychologie sociale. Mais j'avère qu'aujourd'hui, quand je regarde cette partie que je faisais, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher pour transmettre, y compris dans les domaines d'environnement, des pistes d'action pour pouvoir affronter les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc ce thème d'actualité, qui va être traité par Jared Diamond, notamment uniquement à partir de son livre Effondrement, que peut-être certains le connaissent, on fait quand même 700 pages, et qui est intéressant à appréhender. On va le... Oui, pardon. Jared Diamond. Je crois qu'il y a un souci de micro. Il faut traiter le micro. Bon, mais d'accord, on va faire comme ça. Et du coup, je vais y aller beaucoup plus lentement aussi. Donc, Jared Diamond a écrit un livre, Effondrement, et on va travailler de façon, avec de Maï, uniquement sur 3 îles de notre planète. Il a étudié et voyagé dans 81 sites sur toute la planète. Et comme vous voyez, il est géographe, il est biologiste, écologue, etc. Et il a travaillé d'une certaine façon. Si on a le temps, on parlera des différentes méthodes scientifiques qu'il a utilisées. Et je ne suis pas spécialiste d'aucune de ces méthodes. La question est de se positionner en tant que, pour moi aujourd'hui, non pas tellement en tant que psychologue social, mais en tant que citoyen moyen, sceptique, intéressé et interrogé par des chercheurs. Alors, on est frappé par le fait que notre civilisation, dite humaine, je vais revenir en arrière parce que cette diapo, c'est pas tout à fait celle qui est adaptée pour l'instant, par les extraordinaires réalisations que les êtres humains ont été capables de mettre en œuvre. Depuis la nuit des temps, on le reviendra peut-être un peu, mais à quoi c'est dû? À leur capacité de se représenter, de percevoir, d'éprouver des sensations, de concevoir et d'élaborer des stratégies et des procédures en vue de résoudre des problèmes. Ces productions, ces réalisations, sont dues à des capacités dites sémiotiques ou symboliques qui sont étudiées par la psychologie depuis très longtemps, notamment par Piaget dès 1953. Si l'on veut pouvoir et si l'on peut manipuler symboliquement certaines unités, notamment des symboles, justement, alors on peut penser qu'on a une certaine capacité que certains appellent intelligence. D'où cette diapositive, en travaillant avec des auteurs anciens de 21, mais Baillet et Perry, qui sont français, en 2024, définissent cette capacité comme étant la capacité de comprendre des règles qui sous-tendent des relations imperceptibles dans une situation. On va au-delà de la sensation, de perception, en vue d'agir en conséquence pour s'adapter à cette situation en respectant cette connaissance. Alors on prend un exemple, le réchauffement climatique par exemple, ce qui est perçu, ressenti, mais on le comprend aujourd'hui comme étant la résultante d'un phénomène sous-jacent, l'effet de serre.
qui est en relation avec la présence dans l'atmosphère de quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on arrive à mesurer, un gaz spécifique. C'est pas moi qui écris tout ça, vous avez les auteurs, et c'est entre guillemets. De cette compréhension découle une possibilité d'un comportement adaptatif. C'est là où on discute beaucoup en psychologie entre la compréhension et le comportement adaptatif, consistant ici à réduire les activités humaines, c'est le défi auquel nous sommes appelés aujourd'hui, émettrices du principal gaz impliqué, le dioxyde de carbone. Or, il s'avère que c'est une vieille problématique. Toutes les études, les statistiques, je ne présenterai pas de chiffres aujourd'hui, rassurez-vous, montrent que c'est un phénomène qui n'est pas maîtrisé, mais qui a beaucoup diminué, me semble-t-il, d'après les études du GIEC ou d'autres études qui sont faites. Donc il y a des possibilités concrètes de résoudre un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Or, justement, Simon a travaillé sur des typologies des problèmes à résoudre. Il y a des problèmes simples où il existe une solution, et il y a une unanimité ou une grande majorité de chercheurs qui s'entendent là-dessus, sur la solution, sur les procédures pour y arriver, et sur les façons d'évaluer la qualité de la décision. Or, toutes les questions de climat, il y a une multitude de spécialistes qui sont de plus en plus écoutés, mais pas assez. Ce sont des problèmes extrêmement compliqués. Une infinité de solutions sont possibles, notamment pour changer de cycle, de changer de type d'énergie à notre disposition, et ça demande plus ou moins de sacrifices. Il y a une multitude de procédures qui sont possibles et qu'il faut mettre en œuvre et qu'il faut choisir. Donc il y aura des décisions à prendre, il y a des négociations à faire entre les parties prenantes. On l'a vu donc très récemment entre les agriculteurs et les positions, les exigences que les écologistes ont essayé de faire passer. Donc le problème est extrêmement compliqué, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs, il y a plusieurs procédures, voire même il peut y avoir une infinité de solutions. Et donc l'action humaine, l'intelligence humaine est donc très complexe à ce niveau-là. Et nécessite des capacités de négociation et de communication qui sont certainement pas innées, que certains appellent à la mode aujourd'hui comme étant les soft skills, comme étant donc des capacités de négociation, d'échange et de communication. Je fais toujours la boutade pour ceux qui me connaissent, je suis pas un grand scientifique, donc je vais, comme beaucoup, sur Wikipédia, et je me pose des questions, naïvement, pourquoi le genre humain, Homo, et je peux me tromper si j'ai mal lu, pourquoi l'espèce, la sous-espèce Sapiens est-elle la dernière à survivre sur notre planète? On ne va pas donner des chiffres, pourquoi les autres sont partis, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la phylogénie de l'Homo sapiens, des différents Homo, pardon, et comment se fait-il que nous, l'Homo sapiens, nous soyons les seuls à rester pour l'instant sur cette planète. Bon, j'attends des réponses, je ne les ai pas, malheureusement, mais peut-être certains dans la salle pourront nous le dire. Mais si on travaille le latin, un tout petit peu, certains le sont dans cette salle certainement, sapiens, donc vient du latin intelligent, sage, raisonnable, prudent. D'accord? Bon. Toutes ces caractéristiques correspondent peut-être aux sapiens, on est d'accord, hein? Bon. Est-ce que tout le monde est sage, prudent, raisonnable, etc. Intelligent, on veut bien l'admettre, ça nous fait du plaisir, hein? Mais dans le chaos que nous observons aujourd'hui, et depuis des années, et puis dans les perspectives qui nous sont annoncées sur l'évolution du climat, par exemple, sur la sécheresse, sur les différents accidents qui se passent dans le monde, on se demande si on a toujours fait preuve de sagesse. Est-ce que toutes les populations que nous avons connues et qui existent sur la planète sont aussi sages ou non? Bref, on dit que nous sommes dans l'ère de l'Anthropocène. Intelligents, certes, nous le sommes. Peut-être pour les autres caractéristiques qui sont énumérées, c'est quelque chose qui se discute, en tout cas. Donc, là, on va se poser la question maintenant à l'image de Newell et Simon, dont j'ai rappelé très sommairement la typologie des problèmes qu'ils analysent. Hein. Nous sommes en présence d'un problème. Ce problème-là, il faut l'énoncer, il faut l'analyser. Donc là, c'est un dénommé Mathieu, qui a publié un article extrêmement intéressant dans un livre d'André Demailly et de Jean-Louis Lemoigne, que vous connaissez peut-être, qui est un gestionnaire. Malheureusement, il est mort à la fin
23. Hein. Le livre, malheureusement aussi, sur lequel je m'inspire, est épuisé. Je suis en train de voir avec les presses universitaires de Lyon, puisqu'ils ne veulent pas le retirer, qu'ils donnent au moins pour des associations ou des gens qui pourraient le diffuser gratuitement sur Internet. Hein. Donc, ça fait partie des difficultés de diffuser des œuvres qui ne sont plus actuellement disponibles. Donc, vous avez un énoncé. Cet énoncé va produire automatiquement une certaine représentation du problème. Hein. Peut-être que... oui, c'est pas de très bonne qualité malgré tout. Cela va activer des mémoires, dans votre stock de mémoire, un certain nombre de représentations qui sont stockées sous forme de mémoire et de connaissances, pardon, hein, et vous allez déclencher des procédures de résolution. Ça, c'est au niveau individuel. Et trouver une réponse qui sera ou non adaptée à la... Je cherche. J'avais un pointeur qui a disparu. Il est là? Merci. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on est en train de chercher juste le pointeur pour voir la solution finale. Bien entendu, Mathieu ne le fait pas, mais une boucle rétroactive, si la réponse est inadaptée, c'est peut-être que l'énoncé a mal été choisi. Il faut chaque fois faire une rétroaction. Les procédures choisies sont mauvaises, hein, ou les stocks de connaissances que nous avons aujourd'hui, au XXIe siècle, sont très différents des stocks de connaissances que nos descendants auront plus tard. Hein. Mais c'est des petits schémas faciles à comprendre, mais qui vont nous aider à comprendre le travail de Demailly, qui date, vous voyez, là, de 1992, à la suite de ce colloque de la Grande Motte, où il avait fait venir Simon, et il avait permis à Simon, qui avait énormément de prix, il a été très flatté de voir que l'université Paul Valéry lui décernait le doctorat honoris causa de notre université. Donc certains parmi vous étaient présents à la Grande Motte et à la remise de ce prix, de ce doctorat. Alors, ce qui est intéressant par rapport à une approche purement cognitiviste, c'est qu'il a travaillé avec Robert Pagès, comme je le disais, c'est le premier film que je ne vous présenterai pas aujourd'hui. Robert Pagès était quelqu'un avec une terminologie extrêmement compliquée, il a développé beaucoup de noms, mais c'était quelqu'un qui reconnaissait que nous sommes des êtres duals, à la fois naturels, avec donc une partie, on va dire, physiologique, bien entendu, nous sommes nés équipés, plus ou moins bien, mais bien, avec des mécanismes de régulation de type homéostatique, alors chimique, affectif, eurectique, c'est la motivation, le désir. Ces signaux sont transmis dans notre corps par des mécanismes de régulation jusqu'à ce que nous puissions ensuite travailler en remontant sur des stimuli qui viennent de l'extérieur, des images, des sensations qui sont procurées, les mots qui ne sont pas innés, bien entendu. On a commencé par des sons, on a fini par associer des sons à des significations et à des situations. Ça a été la création du langage, et certains orthophonistes de la salle rectifieront s'ils veulent dans le débat. Et nous sommes ensuite capables de raisonner sur les mots et sur des symboles, qui ne sont pas uniquement des mots, pour pouvoir communiquer avec nos partenaires et développer la fonction de cognition ou de réflexion, dont c'est beaucoup la mode en ce moment. Beaucoup de formations sont censées développer nos compétences réflexives. C'est la fonction d'organisation de ce que Simon et Demailly et d'autres appellent le STI, le système de traitement de l'information, qui a permis de travailler ou de considérer que l'on peut simuler une partie du fonctionnement humain, comme avec un ordinateur. Et André Demailly, dans les années 85, nous enseignait déjà l'intelligence artificielle, en ayant lu et travaillé Simon. Nous étions pas forcément d'accord, mais aujourd'hui ça nous interpelle, ce qui ne veut pas dire que l'être humain se réduit à un ordinateur. Il y a des similitudes et des compréhensions et une interaction qui se fait, et j'ai assisté ici à des séances intéressantes sur l'homme augmenté, éventuellement, et les différents problèmes que ça a posé. Dans le titre, nous avons mentionné aussi la notion de rationalité limitée. Parce que sinon, on va dire, mais l'ordinateur, ça lui arrive de se planter, mais il a une rationalité sur laquelle on peut intervenir, la modifier, etc. L'être humain, c'est plus difficile. Alors, ce concept-là est très galvaudé, très répandu, mais il est utile d'en rendre compte un peu maintenant. Pour Simon, l'humain traite donc peu d'informations
Alors, les spécialistes de la psychologie cognitive vous parleront des enfants, des chunks, sur lesquels nous avons tendance à faire fonctionner notre mémoire. On va aller très vite, c'est parce que comme on va parler de la rationalité limitée par la suite, nous avons une très faible capacité d'attention, je ne vais pas vous ennuyer longtemps. Nous catégorisons les informations d'une certaine façon. Alors, les sciences, c'est jamais qu'une catégorisation artificielle de ces informations. Nous sélectionnons ceux qui nous intéressent, nous lisons, nous regardons la télé que ce qui nous intéresse, et les gens, avec justement l'aide de l'ordinateur et les algorithmes, qui vont vous abreuver d'informations sécurisantes qui correspondent soit à vos idées, soit à vos idéologies, soit à vos a priori, soit à votre curiosité, sont là pour bien montrer que nous catégorisons, nous sélectionnons les informations, et nous nous engageons comme ça dans les routines. On fait ce qui marche, comme on a l'habitude de faire, et on va voir que malheureusement ces habitudes peuvent nous mener sur des chemins de traverse. Bien. Donc l'homme se contente très vite de son fonctionnement, ça marche, je l'ai utilisé, et je vais donc le reproduire, et ça sera comme ça pour mes enfants. Donc ce que certains appellent le satisfaisite, cette manière d'être fier de soi-même, pose des problèmes pour accompagner le changement dans les organisations, dans les groupes, et dans la manière de penser et dans les habitudes des humains. D'accord ? Alors De Mailly s'est posé des questions sur un sujet qui est très à la mode aujourd'hui, c'est l'intelligence collective. On peut voir aujourd'hui facilement des stages en une demi-journée ou en une journée, on va vous apprendre l'intelligence collective, apprendre à travailler en groupe, apprendre à travailler en équipe, dans une entreprise, dans un service, pour vous permettre de maîtriser un certain nombre de compétences. Mais on l'a fait aussi pour la résilience, on va faire suivre des stages pour apprendre la résilience, pour devenir plus résilient, plus reliant, la reliance. Bref, on pourrait multiplier ces langages un peu stéréotypés, un peu stéréotypés, qui permettent de rassembler, d'agréger un certain nombre d'individus comme autour de drapeaux, sauf que ça se traduit heureusement pas toujours par des guerres, mais cette façon de regrouper autour de mots, la question est de savoir qu'est-ce que la science vous dira de l'intelligence collective. Bon, je le dirai à la fin juste de mon introduction. La psychologie sociale travaille sur les groupes, les équipes, les organisations et les entreprises, et il y a une immense littérature, les étudiants de la nouvelle génération, des anciennes générations comme moi, on pourrait y passer beaucoup de temps pour travailler avec vous sur ces questions, pour dire que les solutions ne sont pas simples et les théories ne sont pas très très faciles. Mais De Mailly s'était posé un certain nombre de questions, disant, ben oui, les gens dans les groupes privilégient d'abord quand ils ont leurs propres intérêts. Bon, quand ils n'en ont pas, ils font semblant de s'engager dans le groupe, de travailler, c'est tout un courant sur lequel certains collègues ont travaillé, je ne sais pas s'ils le font encore à Montpellier, la paresse sociale, une collègue qui était spécialiste de la question, ou bien ils s'engagent dans des tentatives d'imiter les autres, soit par conformisme, ou parce qu'ils veulent vraiment apprendre et qu'on tire la plupart de nos informations des comportements des gens, on peut les imiter. Donc, bref, on a tendance à s'identifier aussi à sa petite communauté. Ici, il y a au moins, on l'a vu, 3 communautés, sans parler des générations. Il y a un mélange intéressant. On a tendance à s'identifier à son groupe, à son entreprise, à sa société. Et plus c'est loin, moins on peut s'identifier à l'humanité. Bon, De Mailly s'est posé la question, vous avez la référence juste en bas, comment prévenir ces dérives? On a parlé des dérives de notre intelligence, soi-disant d'Homo sapiens, au niveau individuel, au niveau collectif, l'intelligence collective, mais on a des actions à prévoir. Donc il se pose la question, De Mailly, des groupes de discussion, de confrontation, d'analyse des pratiques, toutes choses que vous exercez, vous les anciens de la psychologie ou de la gestion. Vous connaissez cela, vous le dites, vous le diffusez, vous l'enseignez, mais il faut savoir que ce sont des outils d'intervention bien limités par rapport à la complexité des problèmes auxquels Jared Diamond s'est attelé dans son travail. Mais le but, c'est de développer la pensée critique, mais aussi créative, mais aussi l'humour. Jusqu'à présent, on entend beaucoup parler de réflexion et de pensée critique, mais peu travaillent sur l'humour, peu travaillent sur les ruses, et je vous donne une des références, ceux qui ont travaillé avec le jeu et qui ont publié avec lui et qui sont dans la salle,
pourra intervenir tout à l'heure, il y a beaucoup, Demailly fait partie des premiers dans la région à avoir développé la formation par le jeu. Hein. Et il a publié un livre, donc, avec Pingot, malheureusement plus là, ancien responsable régional DRFP à une époque, sur le jeu. Actuellement, les jeux sérieux, l'informatique, qui utilise les jeux à des fins de formation, c'est quelque chose de très répandu, bien entendu. Et il s'est demandé, mais en fait, bon, le jeu, c'est des choses qui apparaissent, bien entendu, bien avant le langage, hein, mais qui ont servi aussi à tester les armes, hein, à utiliser des ruses de chasse, pratiquer, y compris la séduction ou l'amadouement. De tels procédés sont sélectionnés, mémorisés et incorporés, dit Demailly, en fonction des bénéfices qu'ils engendrent. En fait, nous nous renforçons, et les algorithmes aussi nous renforcent en nous manipulant, hein, même si ceux-ci ne correspondent pas à ce qu'on cherche. On se fixe dans une équipe des objectifs, on se fixe dans une équipe des moyens de résoudre, d'atteindre ces objectifs pour satisfaire des besoins, mais en fait, très vite on s'arrête, on se satisfait de ce que nous avons à partir du moment où un minimum de choses sont atteintes. Bon. Alors, avec un peu d'humour, Demailly travaille avec des étudiants, il cite une de ses étudiantes qui interviewait une assistante sociale, et je m'excuse pour les travailleurs sociaux qui entendent cette plaisanterie. Cette assistante sociale répondait « Dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous dirai comment vous en passer. » Bon, voilà une boutade. C'est connu? Ah bon, mais moi j'ai pensé. Voilà. Alors, bon, bref, pour montrer l'importance des boutades qui résoudent... Alors là, je m'arrête là. Hein. Maintenant que vous avez compris un peu le cadrage, volontairement, j'ai voulu reprendre un certain nombre de concepts qui sont dans le titre, sans faire un cours là-dessus du tout, parce que ça serait trop long, mais on va retrouver ces concepts dans des situations concrètes, ce qu'on appelle des études de cas. Hein. Alors ces études de cas, c'est 3 grandes îles, le Groenland, Haïti et Saint-Domingue, qui sont la même île, qui ont des destins dramatiques aujourd'hui, notamment une partie de l'île, sur lequel l'homme a accompli des choses extraordinaires, entre autres, arrêter la colonisation, arrêter l'esclavage, mais n'a pas réussi et s'est fourvoyé peut-être dans un certain nombre d'erreurs. Donc, Diamond nous dit, c'est intéressant de comparer ce qui est comparable. C'est vrai, quand on a une île comme ça qui est coupée en deux, une partie qui est relativement prospère, qui se développe bien, Saint-Domingue, et l'autre qui est dans plein chaos, entre des gangs, avec des populations qui sont pris en otage, des enfants qui ne peuvent plus être scolarisés et qui vivent dans une pauvreté et ils ne sont pas capables d'élire un président. Et c'est les gens qui ont connu 5 ou 6 peuples, enfin, européens ou américains qui sont venus les coloniser à tour de rôle. Hein. Ensuite, la deuxième île qui va être présentée dans ce film, ça sera, que je ne dise pas de bêtises, le Groenland, je ne l'ai pas dit. Voilà, tu l'as dit. Ah, je l'ai dit. Donc, il reste la Nouvelle-Guinée, donc, qui est aussi divisée en 2 parties. Donc là, on reviendra sur ces situations-là, qui sont des situations contemporaines, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, je vais arrêter cette petite introduction sur des concepts, en annonçant que vous allez voir 3 îles, qui font partie des plus grandes îles de notre planète, qui ont des vécus et des histoires de populations complètement différentes, qui permettent de faire des comparaisons, mais on n'est pas dans un laboratoire avec des variables qui sont provoquées, qui sont invoquées, qui sont contrôlées, surtout chez ce sont les variables parasites, mais où il y a eu une multitude de prises d'informations et de prises de données, hein, analyse de l'ADN, analyse de carbone 14, analyse des outils, après l'évolution de leurs outils, etc. Analyse des pollens pour montrer comment le climat a changé. Donc, toutes ces techniques de recueil de données qui sont énumérées par Diamond dans son livre, sont rapidement exposées par Demailly tout à l'heure, montrent que nous sommes dans des situations avec un grand nombre de données sur les comparaisons possibles et qui nous interpellent, même si on n'est jamais dans une certitude comme dans un laboratoire. Alors, je quitte. Et alors, vous pouvez noter sur votre feuille papier, ceux qui prennent des notes,
quels sont, par exemple, sur ces 3 îles, mais sur les 80 sites, vous ne les avez pas tous vus, quelles sont les 4 ou 5 principales causes qui expliquent l'effondrement, la disparition de ces populations pour des raisons qui nécessitent d'être analysées ou en tout cas de nous faire travailler. Alors, il faut que je retourne sur le film. Là, comme je n'ai pas... Je vais donner voilà. une précision pratique. Vas-y. Oui, tu as cité des personnes qui prennent des notes. Je vous signale que tous ceux qui ont pensé à laisser leur adresse mail ici, qu'ils soient connus ou pas connus de nos services, mais ceux qui sont nouveaux y auront droit aussi. Vous recevrez dans le diaporama de Gérard et les quelques notes que j'essaierai de prendre et de synthétiser de la discussion qui aura lieu à la fin. Donc, c'est peut-être pas la peine de vous épuiser à prendre des notes tout de suite. Non, mais je veux dire, par contre, le film, il ne sera pas, par contre, hein, dans ce que je vais vous renvoyer comme compte rendu de la séance. Jean-Luc, oui. je peux préciser que c'est disponible quand même. Comment ? Ce que je fais là. Pardon, oui, pardon, mille excuses Philippe. Alors, et nous avons ici aussi Philippe qui est notre webmaster, qui filme l'intégralité de la séance et vous la retrouverez en vidéo sur le site lorsque le montage sera terminé. Excuse-moi Philippe. Le film y sera aussi. Et le film il sera aussi. Ah bon, alors j'ai dit une bêtise, d'accord, une de plus. Il faudra que je vois juste avec l'Université de Bourgogne. Normalement, Oui. on a signé avec eux. Donc voilà, donc je vous présente uniquement la 4e partie de notre film qui fait 1h30. Et quand je disais prendre des notes, c'était surtout pour essayer de pointer quelles sont les causes possibles, probables, de l'effondrement ou non dans ces 3 îles différentes. Et à la fin, si on a le temps, je vous passerai la suite du diaporama. Alors, je vais sur l'ours 4, pas au passage. Finalement, il est très difficile de repérer très vite les errements ou les erreurs d'une organisation. Parfois, pourtant, ça crève les yeux, on ne voit pas. Parce que toutes les organisations fonctionnent pareil, avec les mêmes erreurs, et que finalement, il n'y a rien qui ressort. Alors, c'est ce qui m'a amené à choisir des cas d'errements de groupes sociaux qui se sont déroulés sur des temps très longs. Hein. Et alors là, ça devient visible. Hein. Et c'est pour ça que j'ai privilégié les ouvrages de Jared Diamond. Hein, Jared Diamond, je pense que c'est un auteur très très précieux, parce qu'il se pose de vraies questions, et puis il ne tergiverse pas sur la manière d'essayer d'y répondre. Hein, il va droit au but, sans se préoccuper si c'est de la socio, de la psycho, de l'économie, ou de la psychiatrie. Il essaie de voir ce qui s'est passé. Hein. Alors je vais m'inspirer de 3 cas de Jared Diamond, mais alors en essayant finalement de distinguer trois types d'errements. Je dirais qu'il y a un premier type d'errement qui serait des errements de conception. C'est-à-dire que dès le départ, c'était mal parti, parce que l'organisation ou le groupe humain qui s'était créé quelque part était parti sur une erreur de conception. Dans le cas que j'ai pris, ça a pris quand même 5 siècles hein, entre le départ et l'arrivée. C'est le cas des Vikings du Groenland. Alors ces Vikings, vous voyez, ce sont ces Vikings qui ont d'abord conquis l'Islande, hein, qui sont même allés sous le Labrador et peut-être même jusqu'au Canada. Et certains d'entre eux ont abouti au Groenland. Alors qu'est-ce qui se passe d'abord hein, ils s'installent sur 2 sites hein, de la côte ouest, hein, l'un plutôt un peu plus au sud et l'autre un peu plus au nord. Et ils décident d'élever là-bas des vaches, des moutons et des chèvres. Qu'est-ce que ça suppose ? Ça suppose que sur les 3 petits mois de l'été, il ramasse suffisamment de fourrage pour nourrir ses bêtes en étable pendant le reste de l'année. C'est-à-dire sur 3 mois. Alors, en plus, il n'y a pas beaucoup d'herbes au Groenland. Donc, il décide de vivre à la viking au Groenland. Alors, entre-temps,
Ils n'ont plus de bateaux parce qu'ils n'ont pas de bois au Groenland pour réparer les leurs, et encore moins pour en construire. Donc, ils se privent de tout commerce avec les autres vikings et de toute pêche. Curieusement, ils n'auront jamais bouffé de poisson. Bon. Ensuite, comme ils doivent ramasser le fourrage pendant l'été, il n'y a plus personne, il faut mettre tout le monde dessus pour ramasser assez de fourrage. Il n'y a plus personne pour chasser les phoques qui se reproduisent sur les plages. Hein. C'est-à-dire que l'activité de chasse aux phoques sur plage, hein, non pas en mer ou sur la banquise comme les Inuits. Or, le phoque, ça va devenir progressivement leur principale nourriture. Parce qu'ils n'avaient vraiment rien d'autre à bouffer. Alors, le plus extraordinaire, hein, c'est qu'ils vivaient à quelques kilomètres des Inuits, hein, qui eux fabriquent des bateaux en peau de phoque, vont chasser la baleine, vont chasser le phoque partout en mer, etc., à tout moment de l'année. Hein. Et ils n'apprennent même pas d'eux, ils ne cherchent même pas à apprendre d'eux l'art de construire des bateaux en peau de phoque, l'art de chasser la baleine, l'art de chasser le phoque, etc. Et parfois ils trucident même les Inuits. Le seul commerce qu'ils entreprennent avec leurs anciens congénères, hein, c'est d'échanger leurs quelques richesses, par exemple les dents de narval, les dents de phoque, les peaux de phoque, etc., contre des vêtements sacerdotaux ou des poutres pour construire les églises. Hein. Mais rien d'utile. Hein, tout est pour l'apparat, parce qu'ils ont une société extrêmement hiérarchisée, hein, autour du seigneur et de l'évêque. Hein, très hiérarchisée. Hein. Et ce sont les décisions de cette hiérarchie que chacun doit appliquer quasiment à l'aveugle, dès lors que toute initiative jugée intempestive est sanctionnée par l'exclusion. Alors, allez être exclu, hein, tout seul, dans le blizzard, vous mourrez tout de suite. Hein. Les gens étaient forcés d'adhérer au groupe, sinon c'était la mort. Alors, on a retrouvé des restes de cadavres de petits vikings, hein, donc du bas de l'échelle. Hein, ils bouffaient du phoque à 80%. Hein. Il y avait 2% de bœuf, hein, le reste c'était du caribou. Hein. Il n'y a que l'évêque. Hein. L'évêque c'est 75% de bœuf et de fromage, mais il y avait quand même 20% de phoque. Et alors ils ont disparu. Ils n'ont jamais dépassé 5000 personnes. Hein. Et ils avaient inventé quand même la stabulation libre. Hein, il y avait des étapes de jusqu'à 160 vaches, hein, dans la principale ferme. Et ils se sont éteints comme ça. Ils ont disparu. Alors vous voyez, moi je dirais qu'ils ont essayé de créer un mode de vie fictif à un endroit qui ne convenait pas. Hein. Ils ont voulu commander à l'environnement alors qu'ils devaient chercher à ruser avec lui, comme les Inuits. Les Inuits étaient parfaitement adaptés et adaptatifs. Hein, et les Inuits avaient inventé des choses. Hein. Les Inuits ne pratiquaient pas tout à fait les mêmes chasses que leurs collègues du Canada, etc. Hein. Tandis que les Vikings, c'était vraiment reproduire la société viking, hein, d'où ils venaient. Deuxième cas de figure, je dirais, c'est une erreur de représentation de ce qui se passe. C'est-à-dire que la situation est vivable, mais on n'arrive pas à se représenter la solution vivable pour ce groupe humain. C'est-à-dire on se représente mal les différentes alternatives possibles, hein, et il y a le choix d'une mauvaise alternative. Hein. C'est le cas d'Haïti. Hein, si vous voulez, juste après la découverte de l'île d'Hispaniola, par les Espagnols, par Christophe Colomb, hein, cette île donc commence à être exploitée. Hein, c'est une île luxuriante, hein, d'une verdure, c'est une île tropicale. Et il commence à y implanter à la fois des mines, mais aussi surtout un système de plantation, hein, de canne à sucre. Hein. Mais alors, ces Espagnols se désintéressent assez vite d'Hispaniola, qui devient Saint-Domingue, parce qu'ils ont découvert le Mexique, le Pérou, avec des richesses encore plus grandes.
Et à ce moment-là, bon, ils ne retiennent que la partie la plus riche, la partie orientale, qui s'appelle maintenant la République dominicaine, et les Français s'implantent dans la partie occidentale, qui devient Saint-Domingue, et qui devient la perle de la France, c'est-à-dire avec un système de plantation qui représente un quart des rentrées d'argent de la France. Alors tout ça parce qu'on a mis en train des plantations, souvent c'est des petits nobles qui ont mis en place, en important des esclaves africains. C'est la traite négrière. D'un côté, vous avez des esclaves qui ont racheté leur liberté en payant à leurs planteurs une somme assez forte pour devenir libres. Mais il y a surtout les enfants naturels des planteurs avec les esclaves noirs. Alors ces enfants n'ont pas les droits des blancs, mais ils ont une bonne éducation et surtout ils sont très riches, c'est-à-dire que leur père blanc leur donne une propriété. Donc ils ont la richesse, ils ont l'éducation, mais pas l'égalité. Et lorsqu'arrive la Révolution française, qui proclame liberté, égalité, fraternité, mais sans jamais penser un instant aux colonies, c'était du franco-français cousu main. Pour l'élite. Les métis se révoltent en disant on veut l'égalité avec les blancs. Mais ils ne parlent pas du tout des noirs, parce qu'ils en ont besoin comme esclaves pour leur propre plantation. Les noirs ne sont pas contents non plus de leurs amis métis. Mais en même temps, les métis se font valoir de leur papa et de leurs cousins blancs. Et alors, à un moment donné, la Convention décide l'abolition de l'esclavage, les planteurs refusent, et cette fois-ci, c'est les Noirs qui se révoltent. Donc ils commencent à brûler les plantations, etc. Entre-temps, vous avez les Anglais et les Espagnols qui viennent à la rescousse des planteurs, parce qu'eux aussi ont leurs planteurs maison à la Jamaïque, tout ça, à Cuba, et ils ne veulent pas qu'il y ait une contamination de la Révolution et de la liberté, égalité, fraternité. Et donc la République est sur tous les fronts. Elle combat les métis, elle combat les Noirs de temps en temps, elle combat les Espagnols et les Anglais. C'est le foutoir complet. Et vous avez, à un moment donné, une armée mixte, alors des Noirs, des Blancs, des métis, qui combat les Espagnols et les Anglais, et de temps en temps les métis, sous la direction d'un général noir. Toussaint Louverture. Quand Napoléon laisse entrevoir qu'il va supprimer l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire qu'il va réintroduire l'esclavage, et en plus qu'il envoie un corps expéditionnaire avec le général Leclerc, Toussaint Louverture, bien sûr, se range du côté des esclaves. Et son armée, qui devient une armée surtout noire à ce moment-là, va combattre le corps expéditionnaire. Alors, Toussaint Louverture s'était dit, voilà, je veux une société où tout le monde est égal, tous les gens sont égaux, mais pour faire vivre tout ce monde, il faut qu'on maintienne le système de plantation. Alors d'un côté, il se dit, jamais les Blancs voudront n'être que les égaux des Noirs, accepter l'égalité avec les Noirs, et de l'autre, il se dit, jamais les Noirs accepteront de continuer à travailler dans les plantations, même s'ils sont salariés. Il est dans un dilemme, en fait. Et c'est pour discuter, disons, d'égal à égal avec Leclerc, qui se rend à son habitation, à un rendez-vous. Et bien sûr, il se fait avoir, il se fait arrêter et envoyer au fort de Joux, là, dans le froid des Alpes ou du Jura, pour mourir 5 ans plus tard. Autrement dit, Toussaint Louverture avait vu qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour la survie dans cette île, bon, alors qu'il n'était encore que moins d'1 million. Et il savait qu'il fallait trouver un compromis dès l'époque pour ça. Alors, une fois qu'il est parti, les armées noires battent les armées blanches, mais c'est surtout la fièvre jaune qui fait son travail.
Donc les Blancs disparaissent et c'est le triomphe de la révolution haïtienne. Mais alors, ce qu'avait prévu Toussaint Louverture se passe, c'est-à-dire que chaque noir prend son petit lopin de terre, si vous voulez, dans la plantation où il travaillait, il installe sa maison et une agriculture de subsistance. La vie à Haïti si vous voulez, continue dans la répétition, avec l'idée de parcelles, de lopins indépendants, qui grignotent de plus en plus à la forêt, d'autant plus qu'il faut du bois de chauffage qu'on va essayer d'aller chercher aussi dans la forêt. Et actuellement, il n'y a plus que 1% de la superficie de Haïti qui est consacrée à la forêt. 1%. Contre 25% en République dominicaine. Si vous l'avez vu de satellite, il y a une coupure incroyable de l'île. D'un côté, c'est marron, de l'autre, donc c'est plutôt vert. Mais il reste quand même que 20% de forêt, alors qu'il y en avait presque 100% aussi, de l'autre côté. La grosse erreur, si vous voulez, c'était de croire qu'on pouvait survivre avec un système de parcelles. Mais alors, la seule variable d'ajustement, dans ce cas-là, c'était la forêt, qui a disparu comme une peau de chagrin. Soit pour créer une nouvelle parcelle, soit pour avoir du bois de chauffage. C'est une situation ahurissante, c'est dramatique. Le troisième type d'erreur vient moins des gens de la société, de l'organisation observée, que des présupposés d'observateurs. Si vous voulez, il y a erreur, mais dans l'observateur. Notamment à propos des papous de Nouvelle-Guinée. Vous savez qu'il y a des papous qu'on a découverts qu'il y a 20 ans. Jusqu'à là, ils vivaient en autarcie, inconnus, donc des gens de l'âge de pierre, dont on découvre l'existence, et dont on découvre aussi le grand degré d'humanité. Des gens qui avaient une langue, qui avaient une connaissance incroyable de la forêt, etc., des rites, et qui prennent contact avec les Blancs. Et alors, l'un des premiers anthropologues ou ethnologues français qui a été envoyé là s'appelle Maurice Godelier. Et alors, Maurice Godelier, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, a été longtemps animé par une foi marxiste très orthodoxe. Alors, bien sûr, il n'a pas pu appliquer le schéma de la lutte de classe sur ces pauvres patous, mais alors il a transcrit quasiment, presque automatiquement, en lutte des sexes. En disant que les papous qu'il examinait, les barouillas, avaient organisé tout un ensemble de rites pour écraser les femelles au profit des mâles. Bon, il se peut que ça soit un petit peu vrai pour les barouillas. Mais alors, quand on lit Jared Diamond, on a une vision tout à fait différente de ces peuplades. Parce que là, on a l'impression que les gens sont enfermés, qu'ils n'existent plus individuellement. C'est une espèce de machine à imprimer des marques sociales sur chacun. Il y a les dominants, les hommes, les dominés, les femmes, et parmi les dominants, il y a une hiérarchie qui ne dépend pas vraiment de l'individu, qui dépend d'un certain nombre d'épreuves qu'il a réussi. Bon. Alors quand je lis Jared Diamond, c'est très différent. De même que dans l'Europe et l'Amérique industrialisée, coexistent en Nouvelle-Guinée traditionnelle des sociétés conservatrices qui résistent aux mœurs nouvelles, c'est-à-dire aux mœurs occidentales, et d'autres sociétés novatrices qui s'empressent de les adopter. Le résultat, c'est qu'avec l'arrivée de la technologie occidentale, ce sont les sociétés les plus entreprenantes qui l'exploitent pour triompher de leurs voisines plus conservatrices. Donc ce n'est pas une lutte des hommes et des femmes, mais en fait c'est plutôt une compétition entre des groupes ethniques qui sont plus ou moins novateurs ou conservateurs. Alors, ici, par exemple, les Daribis, qui ont à peine prêté attention aux premiers hélicoptères qui se posaient chez eux. Bon, eux sont très conservateurs, ils se foutent des objets techniques.
Tandis que les Chimbu étaient déjà prêts à l'affréter. Hein, eux, ils voulaient déjà l'acheter, ou tout au moins le louer. En ajoutant par la suite que ceux-ci, donc les Chimbu, ont investi dans la région de ceux-là, c'est-à-dire les Darivi, hein, et en ont fait leurs ouvriers agricoles, c'est-à-dire en fait les plus ouverts au progrès, ben, en fait ils ont quelque peu asservi les autres. Hein. Alors, j'ajoute, hein, c'est dans mon texte là, on nous rétorquera peut-être que la projection marxiste Gautier fait place à une projection capitaliste chez Diamant. Mais au moins, celle-ci s'accompagne-t-elle d'une note plus optimiste et valorisante pour les Papous. Hein, il ajoute ceci. Il y a des Edison en puissance parmi les néo-guinéens que je connais. Mais ils ont consacré leur ingéniosité à des problèmes techniques appropriés à leur situation. Hein, ce que pose la survie, sans possibilité d'importation, puisqu'ils étaient coupés du reste du monde, en plein cœur de la jungle, plutôt que ceux de l'invention de la photographie. C'est-à-dire qu'effectivement, leur problème d'adaptation dans ces jungles de Nouvelle-Guinée était tel qu'il fallait vraiment des trésors d'ingéniosité pour les surmonter ou pour s'y adapter, hein, et qu'ils avaient développé cette capacité créative. Alors, ça c'est la fin de la 4e partie du film. On prend le micro là. Ah, pardon. Oui, mais... un artefact technique supplémentaire à maîtriser, ça fait beaucoup de choses. Merci. Donc, comme le disait très justement Alexis tout à l'heure, vous avez constaté le show du personnage. Hein. La manière de maîtriser l'expression orale, c'est un sujet qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a bien maîtrisé, et qu'il est capable de présenter. Et à la fois, je vous le rappelle, le public, ce sont des travailleurs sociaux du secteur sanitaire et social, filmés par un médecin. Et ça dure toute une journée. Hein. Donc, on en a extrait une partie, toute petite partie là. J'ai ma conclusion que j'ai présentée, puisqu'on a encore 10 minutes avant le début du débat, c'est ça, hein? 20 minutes. On a encore 20 minutes? 20 minutes. Ah bon, ça va. Bon, ben d'accord. Donc, on pourra revenir sur quels sont les grands facteurs dans les 81 sites qu'il a sillonnés sur la planète, qui reviennent chaque fois comme étant des facteurs hypothétiquement explicatifs de l'effondrement de ces situations. Vous voyez bien que pour la Nouvelle-Guinée, qui est encore une immense île avec des parties inexplorées, qui intéresse beaucoup aussi les linguistes, parce qu'il y a 850 langues qui sont parlées, partagées, et ils ne sont pas sous la domination vraiment de la langue anglaise, alors qu'à Haïti, il ne faut pas oublier que ce sont des gens non seulement qui ont perdu leur identité, mais leur langue, comme dans beaucoup de pays colonisés, et qui se sont retrouvés esclaves. Bon, ce n'est pas tout à fait la même situation, même si la Nouvelle-Guinée a été colonisée par les Australiens, par les Anglais, etc. Ils ont tous connu cette déferlante, et par les Japonais aussi, par exemple. Ils ont gardé une très grande diversité de leur patrimoine en faune, en flore, hein, et ils ont pu s'adapter, mais il y a des différences entre ces différentes sous-cultures, notamment, là, vous avez eu les différences de classe, de sexe, mais aussi d'esprit, d'innovation, d'entrepreneuriat. Les extrapolations doivent être bien sûr très très prudentes. On ne compare pas la Nouvelle-Guinée à Haïti, mais on peut comparer Haïti à ce que ce qu'on appelle la République dominicaine, qui elle, est relativement prospère. Bon, ce sont des civilisations qui sont en train encore de se battre et de se construire, d'essayer même de gagner un gouvernement. Par contre, pour le Groenland, il n'y a plus de vikings dans cette partie qui a été explorée par Lyman, mais les mêmes Inuits qui existaient avant les vikings existent toujours dans cette partie-là. Et les vikings vont ensuite, bien sûr, se sont développés et mélangés à tous les pays de l'Europe du Nord, mais au Canada, en Islande, hein, où on trouve toujours des Inuits dans certaines îles aussi, qui ont bien sûr se sont adaptés au monde moderne, mais qui ont réussi à s'adapter. Donc le concept d'adaptation, d'un contrôle possible, alors que les Groenlands ont maintenu leur culture, leur religion, leur hiérarchie, ils excluaient dans la nature tous ceux qui ne voulaient pas se conformer, et ils n'ont pas tenu le coup. Alors j'avais, en 2022, j'avais essayé
de faire une conclusion assez optimiste sur la psychologie sociale par rapport à la commande qui était de présenter un peu la pensée de Mailly et son cheminement intellectuel à partir de 4 grands auteurs. Je vais juste vous présenter la postface que je faisais, mais qui est inadaptée par rapport à ce qui se passe actuellement. Nous sommes dans une situation à Haïti où non seulement l'effondrement a eu lieu, les hypothèses de déforestation, puisque j'ai lâché le mot, mais que vous l'aviez bien sûr en tête, en vue de gagner une certaine aspiration à chacun son lopin de terre. Il ne faut pas oublier qu'Haïti a été obligé de payer quand même lors de sa libération une partie des colons blancs qui ont été expropriés. Donc c'est très difficile d'avoir une vision claire où le politique et la gouvernance fait partie des variables bien sûr explicatives. Ils n'ont pas réussi à trouver un modèle de gouvernance, que ce soit Saint-Domingue ou que ce soit Haïti. Ils ont connu la royauté, l'empereur, on a eu aussi des empereurs en Afrique, Bokassa, etc. Ils ont copié l'empereur Napoléon en France, la République, la royauté, l'Empire, et ils ont été pris par un système qui n'a pas fonctionné. Je n'ai pas de solution, je me permets simplement de souligner la complexité et de regarder avec humour peut-être ma conclusion lors de ce colloque qui vous laissait espérer qu'il y aborde des solutions que l'ONU a. En guise de postface à ce film, nous pouvons affirmer que les humains peuvent agir intentionnellement pour s'adapter à leur environnement, mais à condition de changer leur mode de pensée, de décision et d'action organisée. De Mailly, dans ce film, s'appuie sur les travaux de 4 chercheurs pour nous inciter à réfléchir à nos modes de fonctionnement, mais aussi de dysfonctionnement en groupe, dans les organisations ou en société. La gestion stratégique des entreprises dépend entre autres de leurs caractéristiques structurelles, des objectifs poursuivis, des ressources allouées et des types de régulation mis en œuvre pour s'adapter à leur environnement complexe qui peut être concurrentiel ou se dégrader progressivement. Ces régulations sont difficiles à percevoir et peuvent susciter bien des conflits. En outre, les humains sont souvent victimes de leur propre rationalité limitée. En effet, elles tentent à perpétuer des habitudes, un mode de vie familier, adapté à un contexte donné. Or, ce mode de vie révèle parfois et semble inapproprié à un nouvel environnement. Ce fut le cas des Vikings du Groenland, qui ont disparu faute de pouvoir s'adapter aux contraintes de leur nouvel environnement, contrairement aux Inuits qui, eux, ont survécu. La rationalité limitée incite également à se conformer aux intérêts à court terme d'individus dominants qui contrôlent les organisations. Ces derniers ne veulent pas ou n'arrivent pas à anticiper les effets catastrophiques à long terme de leurs décisions pour la société, voire l'humanité. De nos jours, ces effets sont pourtant observables. Par exemple, destruction de l'environnement, déforestation, gaspillage des ressources locales dont l'eau potable, réchauffement du climat qui accentue les catastrophes naturelles avec pour conséquence l'érosion de terres cultivables, inondations soudaines. De nombreuses organisations intergouvernementales comme le GIEC ou le WWF ne cessent de le démontrer par leurs publications. Nos erreurs d'observation, de représentation et d'explication du fonctionnement écosystémique de la nature nous empêchent d'anticiper et donc de décider pour agir à temps. Dans son livre sur les travaux de Simon,
publié en 2005, De Mailly nous engage à agir intentionnellement au niveau individuel et collectif. Il écrit, page 185, « L'homme organisationnel ne choisit pas son labyrinthe, mais au moins y choisit-il des objectifs qu'il va tenter d'atteindre avec les moyens du bord, les ressources de sa rationalité procédurale et de cet environnement particulier. L'artificiel surgit au moment où l'homme ne s'en tient plus à ce qui est, mais évoque ce qui pourrait être, autrement dit, des possibles. D'un côté, il est physique et soumis aux lois de la nature. De l'autre, il répond à un projet en fonction duquel il est jugé. En résumé, l'homme n'est pas passivement ou réactivement adaptatif, mais intentionnellement adaptatif. » Cette citation nous incite à lire ou relire les écrits de Mailly pour cerner la pensée originale, modeste et toujours à la recherche d'applications utiles. Haïti a connu de nombreux drames au cours de son histoire. Colonisation, esclavage, dictature. Hélas, c'est encore le cas de nos jours. Pillage par des bandes organisées, mafieuses et armées. Soyons confiants dans les capacités humaines à développer des construits organisés qui préservent et renforcent le bien commun. Ainsi, en 2013, le programme des Nations Unies pour l'environnement a été mis en place en République d'Haïti et en République dominicaine avec l'aide de la Norvège, pour développer une coopération frontière verte afin de revégétaliser et de mieux gérer les ressources de cette île. Des pépinières ont été créées pour fournir des arbustes aux brigades de reforestation des deux pays frontaliers. Ce programme a permis d'engager les populations vulnérables dans un travail dont les générations futures pourront bénéficier. Les chercheurs issus de diverses disciplines, droit, économie, gestion, soulignent la nécessité de rendre plus opérationnels les engagements pris en RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Voir par exemple les livres de Trébul et Usan en 2011 ou Gon et Igalens en 2020. La psychologie sociale du travail et des organisations prend part aux travaux de recherche et d'intervention qui contribuent à comprendre les erreurs humaines, portant notamment sur les représentations des risques naturels, mais aussi artificiels dont nous sommes responsables. Voir par exemple les livres de Lévi Boyer en 1980, Moser et Weiss en 2003, ou le numéro de la revue Pratique psychologique coordonné par Ratto et Weiss en 2011. Des décisions et des actions urgentes doivent donc être prises. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a déclaré à la COP27 « L'humanité a un choix, coopérer ou périr ».
Donc, si vous voulez bien, on va procéder au débat. Alors, le principe du débat, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse poser sa question.